Pendant des années, les courses de dragster ont permis l'apparition de dizaines de grands pilotes comme Big Daddy Don Garlitz, Don the Snake Prudhomme, Sox et Martin. Mais durant les années 60, un nom incarnait à lui seul innovation, technologie et passion pour les fans. Ce nom appartenait à un groupe d'hommes qui partageaient tous la même passion. Ils voulaient faire des Mopars les engins les plus rapides de la piste. Ils s'étaient surnommés les Ramchargers. Les Ramchargers furent la première Dream Team des courses de dragster. C'était en général de jeunes ingénieurs d'une vingtaine d'années qui travaillaient pour Chrysler. De 8h à 17h et du lundi au vendredi, ils aidèrent l'entreprise Chrysler à créer certains des plus puissants engins de l'ère muscle car. Et le week-end, ils emmenaient ces fameux engins sur la piste et démoralisaient littéralement les autres écuries. Dès leur début en 1958 et ce jusqu'en 1967, les Original Ramchargers ont créé l'image de marque haute performance de l'entreprise Chrysler. Ils ont aussi partagé leurs secrets concernant la vitesse avec toutes les autres équipes sportives de chez Chrysler. Et durant leur temps libre, ces personnes, dans leur voiture à rayures multicolores, devinrent l'équipe de course de dragster la plus victorieuse et la plus populaire jamais vue dans ce nouveau sport. Ce qui a fait leur incroyable succès, c'est le fait que ce groupe a effectué seul la plupart de ce travail. Malgré tout ce que pouvaient penser beaucoup de gens, les Ramchargers n'étaient pas une équipe de course sponsorisée à coût de millions de dollars par Chrysler. Ils ont débuté comme un simple club de voitures. On avait un groupe de 10-12 personnes vraiment dévouées, puis on avait d'autres membres de l'équipe Ramchargers qui allaient et venaient. Dan Mancini construisait les moteurs. Ce fut l'un des membres fondateurs des Ramchargers. La plupart d'entre eux étaient des ingénieurs. Pendant un mois, on s'est retrouvés quelques fois après le travail. Chaque personne avait son propre projet qu'elle voulait mener à bien. Si elle n'avait pas son propre projet, elle aidait alors un collègue à réaliser le sien. En fait, on s'entraidait. Jim Thornton partageait son siège de pilote avec les autres membres, comme Herm Moser, Mike Buckle et d'autres. Il est même devenu le président du club. Lorsqu'il les a rejoints, les Ramchargers étaient cependant déjà connus. J'ai lu un article sur les Ramchargers dans le magazine Hot Rod avant de rejoindre Chrysler. J'ai commencé en 1960. La deuxième mission que l'on m'ait confiée, c'est de collaborer avec une équipe dans un labo où l'on travaillait sur les moteurs. Il y avait là 2 personnes dans ce labo, et c'était des Ramchargers. Je pensais que j'étais mort et que j'étais au paradis. Ils m'ont invité à aller à l'une de leurs réunions et plus tard à rejoindre le club. Gary Congdon était un spécialiste des carburants chez Oley Carburetors. À l'époque, il était détaché chez Chrysler. C'est alors qu'un petit groupe du service engineering l'a amené dans ce club. Danny m'a plus ou moins invité, je pense qu'il avait besoin de quelqu'un pour nettoyer le sol, lustrer les voitures. Puis il a dit tu devrais descendre pour voir de quoi il est question. Chrysler était une organisation très unique à cette époque. Bien que ce fût une très grosse entreprise, on pouvait faire connaissance avec tout le monde. Les gens étaient très accessibles et très coopératifs dans l'engineering. C'était un endroit super pour un jeune ingénieur débutant. Tom Coddington était expert en carburant et il devint rapidement l'un des motoristes du club. Pour lui et les autres Ramchargers, cela devenait naturel de se lancer dans la course de dragster. Toutes les communes d'une certaine importance possédaient des pistes pour dragster. C'était soit des pistes spécialement conçues pour ça, soit une piste d'aéroport qu'ils pouvaient utiliser une fois par mois. Cela se passait comme ça au tout début, et si une personne possédait un permis de conduire et une voiture ayant réussi les tests techniques, cette personne pouvait alors aller s'entraîner. Quelques mois après leur première réunion, les Ramchargers avaient déjà construit la première voiture du club, une Plymouth 49 au look original. On a construit une voiture qui s'appelait The Height and Might. C'était une voiture assez exotique. Elle pouvait faire des choses hors du commun sur la piste grâce à ses suspensions. Et pour une voiture à faible budget, elle suremportait un énorme succès. De plus, elle ne coûtait vraiment pas cher. Je pense que le prix tournait autour de 200 ou 300 $, sans compter toutes les pièces que l'on nous a offertes. La course de dragster au début des années 60 était un sport mécanique accessible au commun des mortels. Les pilotes les plus rapides étaient des gens qui n'avaient pas peur d'essayer n'importe quoi. Était ce genre de pilote. C'est bizarre de piloter un coupé Plymouth 49. Avec ses très hautes suspensions, ses collecteurs d'admission surélevés qui constituent en fait la première alimentation à air forcé, appelée Tunnel Ram, et ses collecteurs d'échappement au look extravagant, la High and Mighty rassemblait là un ensemble de nouvelles idées que seul un groupe d'ingénieurs comme les Ramchargers aurait pu imaginer.
Le projet, c'était d'avoir un centre de gravité très haut et de faire passer le poids aux roues arrière afin de bénéficier d'une bonne motricité. On savait chez Chrysler à cette époque qu'un système de tubulure d'admission bien conçu pouvait développer plus de puissance que des carburateurs standards placés sur un simple collecteur. Lorsqu'ils participèrent pour la première fois à une course NHRA, la High and Mighty enregistra immédiatement un record de vitesse dans cette catégorie. Et ce record, elle le conserva pendant 3 ans. En plus des rôtis, ouvrira plusieurs portes au sein de Chrysler Corporation pour les Ramchargers. En 1961, ils recevèrent enfin quelques aides de la part de l'entreprise. Lors d'une réunion au club des Ramchargers, on décida de contacter le département Plymouth afin de voir s'ils pouvaient nous aider à fabriquer une voiture super stock pour le championnat américain. Plymouth répondit « Eh bien, c'est intéressant, mais nous ne pensons pas qu'il y ait un avenir là-dedans. » Dès mon retour à mon bureau, je reçus un appel de Gail Porter. Il avait été à cette autre réunion en tant qu'associé à Dodge. Et il me dit « T'aimerais pas en parler à Dodge ? Je crois qu'il serait intéressé. » On a répondu « Bien sûr !» Donc nous sommes allés chez Dodge et on a rencontré là-bas Frank Wiley. Il était prêt à entendre notre longue histoire. On a en fait parlé un petit peu, histoire de se connaître, et à la fin, il nous dit « Pourquoi vous voulez construire cette voiture pour faire l'Indy 500 ?» La première voiture de course construite par les Ramchargers fut cette Dodge 61. Elle était déjà différente, mais lorsqu'elle reçut le traitement spécial Ramcharger, elle créa la surprise dans le monde de la compétition. Elle participa au Stock Eliminator. On avait réussi quelques bons chronos et aussi effectué de bons essais. Pourtant, Don Nicholson remporta la course dans une Chevy. Il avait eu une pause dans la course et l'annonceur, pour passer le temps, dit « Aimeriez-vous voir Nicholson piloter une Mopar ?» Et là, la foule a commencé à scander qu'elle voulait le voir courir. Ils ont dit à Nicholson, « Tu entends ça ? Ils veulent te voir au volant d'une Mopar. » Et là, il a commis une erreur fatale, il a répondu, « Ok !» La photo qui fut diffusée dans tous les magazines montrait la voiture des Ramchargers, comme ça, devant Nicholson en train de courir. Moins d'un mois après la parution de tous ces magazines, Chrysler a soudain décidé de se lancer dans la course de dragster. Durant l'année 1962, Dodge travailla dur pour véhiculer une bonne image de sportive aux yeux des clients américains. Ainsi, grâce aux Ramchargers, ils avaient dès lors un véhicule à présenter. Rivalisé avec les Chevy 409 et les Pontiac Super Duty. Les voitures Max Wedge 62 étaient de sacrés monstres, quelques 1500 kg de pur muscle. Elles étaient équipées d'un monstrueux V8 de 6,7 litres et ces voitures passaient de 0 à 100 km/h en une fraction de seconde. Cette mécanique, fonctionnant avec un respectable rapport volumétrique de 13,5 à 1, était alimentée par 2 carburateurs Carter à 4 corps montés sur une tubulure d'admission en aluminium dotée d'un système d'admission en air forcé. Tout cela s'exprimait à travers un échappement pour le moins libre. Voilà une bien belle mécanique conçue pour la course. Afin de rendre un hommage bien mérité à leur équipe, Dodge nomma ce puissant groupe moteur le Ramcharger. Ce fut peut-être aussi dans le but de partager un peu de leur gloire. Mais même si cette équipe était en partie responsable de ce nouveau comportement sportif chez Chrysler, elle prenait toujours sur son temps de repos pour participer aux courses et avec son propre argent. Au début, tous les travaux effectués sur les voitures Ramcharger se sont faits après les heures du boulot. On quittait notre lieu de travail et on allait au garage pour travailler sur plusieurs voitures. L'entreprise méprisait vraiment la course de dragster. Il la plaçait dans la même catégorie que les motos. Même si les cadres supérieurs chez Chrysler n'étaient pas impressionnés, les Ramchargers étaient cependant devenus l'une des équipes de dragster parmi les plus importantes. Une vague d'excitation déferla sur les courses de dragster lors de la saison 63. Grâce à toutes les courses qui se transformèrent en véritables duels à partir de 62, le stock car devint la catégorie préférée des fans. Lorsque l'on regardait les courses de stock et de super stock, il ne faisait aucun doute que la Mopar dominait largement ce genre de compétition. De plus, tout le monde pouvait se procurer ses voitures Max Wedge.
En 1963, Dodge n'avait pas encore dit son dernier mot. Les voitures Max Wedge étaient toujours plus légères que la concurrence. Cependant, elles possédaient une structure extrêmement fiable. Les roues arrière permettaient une parfaite motricité, la transmission Torque Flight était particulièrement résistante et sous le capot, les chevaux étaient bien. Le moteur Dodge Rancher faisait désormais 7 litres. L'échappement et l'admission avaient été encore agrandis et la distribution par poussoir mécanique encore améliorée. Même Plymouth, qui avait pensé 2 ans auparavant que la course de dragster n'avait aucun avenir, se lança elle aussi dans ce programme. Ils décidèrent d'installer la version du moteur Max Wedge dans tous les modèles, aussi bien dans le modèle bon marché Savoie que dans le modèle de luxe, le Sport Fury. Plymouth appela même son moteur Max Wedge Super Stock. Il était disponible dans des versions telles que le 385 chevaux à simple carbu 4 corps ou le 415 chevaux à double carbu 4 corps. A l'origine, le rapport volumétrique était de 11:1, mais la version sport avec son rapport volumétrique de 13,5:1 lui permettait de développer 425 chevaux. Si les pilotes le désiraient, le capot, les ailes, les pare-chocs avant et les portes pouvaient être en aluminium. On pouvait alors alléger de 68 kg ces voitures qui à la base étaient déjà très légères. Les Mopars Max Wedge étaient alors des voitures de course hors normes. On pouvait piloter cette voiture sur une piste de dragster. On enlevait les restricteurs du système d'échappement et ainsi on gagnait 90 chevaux de plus. On pouvait aller faire la course avec des Ford, des Chevys ou des Pontiac et généralement on les battait. Si on faisait la course avec une boîte de vitesse automatique, on était sûr de les battre car la motricité était très médiocre à cette époque. C'était une voiture prête pour la course. Dès le premier jour de la compétition, les Max Wedge 63 ont couru sur toutes les pistes de dragster du pays. Ainsi, il y avait des dizaines d'équipes Dodge et Plymouth. Elles avaient entre leurs mains les pièces que les Ramcharger avaient conçues. Tout le monde essayait d'avoir ces voitures rouges et blanches. Alors que la compétition battait son plein, les membres de l'équipe commençaient à ressentir les effets d'un travail acharné. Il fallait supporter à la fois une activité professionnelle à plein temps et une compétition qui demandait un investissement total de sa personne. Quelquefois pour l'équipe, il n'y avait plus assez d'heures dans une journée. Je ne m'attendais vraiment pas à faire toutes ces longues heures. Je me souviens bien quand nous sommes allés au Summer National pour la remorque. Sur le chemin qui menait à Indianapolis, on devait rôder le moteur. Je devais alors m'asseoir dans la voiture, qui n'avait pas de vitre, bien sûr. Puis il faisait froid. On essaya de faire un peu moins de bruit, mais il fallait que le moteur tourne à environ 2000 tours minute afin de le rôder le mieux possible. Les longues heures de travail acharné ainsi que le professionnalisme des ingénieurs furent payants pour les Ramchargers en 1963. Cette année-là, l'équipe remporta le Torque Stock Eliminator lors du Winter Nationals et de l'US Nationals. Elle a terminé le 1-2 à Indianapolis en établissant un nouveau record. Ce n'était pas une mauvaise année pour cette bande d'ingénieurs à plein temps et de coureurs à mi-temps. Alors que l'année 64 approchait, les Ramchargers pouvaient être sûrs de 2 choses. Ils allaient être plus rapides et la compétition allait être encore plus rude. Au début de l'année 64, la Max Wedge 426 avait toujours le moteur stock pour les courses de dragster, mais tout cela allait changer. Dans le sud, un autre genre de course faisait rage. Chrysler était prête à intégrer sa toute nouvelle bombe sous le capot des voitures destinées au circuit. Cette bombe, c'était une nouvelle version de son ancien frère des années 50, le moteur EMI. Une fois de plus, les Ramchargers jouaient un rôle majeur dans la conception de ce moteur. La conception du moteur EMI a débuté dans le secret. Hoover s'impliqua dans ce projet. À ce moment-là, j'avais rejoint l'équipe qui travaillait pour Tom, mais il m'a fallu du temps pour être au courant de ce projet. En 64, Tom Hoover reconçut le moteur EMI, car il voulait que celui-ci soit une toute nouvelle création. Le seul point commun qu'il avait avec le premier moteur EMI, c'était la forme de sa chambre de combustion. Les années précédentes, les Ford NASCAR développaient plus de puissance que les Dodge et les Plymouth. Le nouveau moteur EMI allait changer le cours des choses. Lorsque le moteur EMI a été utilisé pour la première fois en NASCAR, son premier tour de piste démontra qu'il était bien plus puissant que le moteur Wedge. Rage folle lorsqu'il constata que les Mopars allaient vite et bien plus vite que les Ford. Et bien sûr, Petty gagna la course. Le moteur EMI NASCAR souffrait cependant d'une série de défauts qu'il fallait guérir. Mais les pilotes de dragster durent faire face à une autre série de problèmes. Comme d'habitude, les Ramchargers allaient se charger de trouver les solutions.
Gary et moi, on a travaillé tous les deux sur le système d'alimentation. On avait des problèmes au niveau du carburateur, sur le modèle destiné au dragster. On s'est surtout penché sur le modèle destiné au NASCAR, sans pour autant laisser de côté le modèle dragster. Mais le modèle à double carburateur nous a demandé pas mal de travail lors des courses de dragster. Durant un croisement de flux dans l'admission, nous avions une variation de la PME dans différents cylindres. La solution fut d'équiper les carburateurs d'un système à double pompe, avec ouverture par dépressé corps secondaire. Mais cela nous a pris un sacré bout de temps avant d'arriver à cette solution. Une fois ces problèmes résolus, le moteur EMI a ainsi affirmé la suprématie des Mopars. La toute première fois que l'on a essayé ce moteur, c'était sur le Détroit Dragway pour une course NHRA. Je crois qu'il fonctionnait en FX. Dès les premiers essais, on a établi des records de vitesse et d'accélération dans sa catégorie. Il fonctionnait avec un carburateur Holley et depuis ce jour, on a continué à utiliser le Holley. Pourtant, cette voiture était toujours dépourvue de motricité. Or, la toute nouvelle puissance dégagée par le moteur EMI n'a fait qu'empirer les choses. Les ingénieurs devaient alors apporter une solution à ce problème, et cette solution allait révolutionner le monde du sport. Afin de mieux répartir le poids, l'équipe a entrepris un changement radical. Les roues avant et arrière ont été déplacées de 10 cm vers l'avant. Ainsi, les roues arrière ont dû supporter plus de poids et par là même bénéficier de plus de motricité. Cette modification a été si bien faite que personne ne la remarqua. Ce petit ajustement d'empattement fut une réussite, et c'est pourquoi l'équipe a décidé de continuer sur sa lancée. En 65, on décida d'être encore plus radical dans notre démarche. On a donc avancé les roues avant de 25 cm et les roues arrière de 38. Avec son empattement modifié, la Factory Experimental était une voiture assez bizarre, même aux yeux de certains ingénieurs précurseurs comme les Ramcharger. Beaucoup pensaient que ce n'était pas une bonne idée. Les responsables de la NHRA avaient été conviés à découvrir la nouvelle Factory Experimental. Ils sont arrivés avec 2 ou 3 personnes en plus autorisées à être là. Puis ils sont repartis en refusant ce projet. Même si la NHRA n'en voulait pas, cette voiture marchait à merveille. Dans la compétition de dragster, quand quelque chose marche, on le garde. Du jour au lendemain, ces voitures à l'empattement modifié ont commencé à pointer leur nez un peu partout. Les Ramcharger avaient alors inventé une nouvelle gamme de voitures de course. Les gens voulaient voir sur les circuits ces voitures bizarres qui étaient les Mopars. On a vite appelé ces voitures des funny cars. Mais pour gérer une telle équipe de course, cela demandait beaucoup de temps. En effet, il fallait s'occuper du nouveau moteur EMI et de la nouvelle voiture. Et par ailleurs, la compétition devenait de plus en plus exigeante. Entre 1963 et 1966, la catégorie d'or slammer des courses de dragster a connu un essor fulgurant. Au départ, les voitures super stock parcouraient le quart de mile en 12 secondes à 190 km/h. Mais ensuite, les nouveaux modèles à l'empattement modifié parcouraient le quart de mile à 240 km/h en 8 secondes. Comme d'habitude, les Ramcharger furent à l'origine de toutes ces performances. En plus de la Dodge Coronet AFX65, possédait aussi un dragster Top Fuel. Pour la plupart des membres de l'équipe, la course de dragster était devenue un second travail à plein temps. Voilà à quoi ressemblaient nos week-ends. L'été, on quittait le travail le vendredi soir et on allait faire une course dans l'Ohio le même soir. De l'Ohio, on repartait vers la côte Est pour faire une autre course le samedi. Puis le dimanche, on devait faire encore une course contre un autre adversaire. Et pour finir, on repartait chez nous pour être au travail le lundi matin. La course de dragster commençait à devenir un passe-temps coûteux. Malgré les quelques aides apportées par l'entreprise, les Ramcharger devaient toujours financer eux-mêmes ce passe-temps. Mais heureusement, les courses pouvaient leur rapporter de l'argent. Le propriétaire de la piste, ici à Détroit, nous a contactés. Il a dit qu'il allait faire venir Nicholson et qu'il aimerait bien qu'on fasse la course avec lui.
Vous savez, on espérait être payé 50 ou 100 $ et avoir des arrêts au stand gratuit. Mais Dan a continué de négocier avec ce propriétaire. Et 1h30 plus tard, on était monté à 500 $. J'étais assis là, et je ne pouvais pas garder mon sérieux, j'ai éclaté de rire. Il n'arrêtait pas de lui soutirer de l'argent. Quand il a atteint les 500 $, il a senti qu'il ne pourrait obtenir plus. C'était notre première course et on fut payé pour ça. Cette expérience nous a montré que l'on pouvait aller sur d'autres circuits et se faire payer aussi. En 1966, la Funny Car AFX évolua. Désormais, cette voiture de course possédait un châssis tubulaire et une carrosserie en fibre de verre. La Funny Car et le Top Fuel atteignaient alors une vitesse de 320 km/h. Ce sport et cet environnement dans lequel ils évoluaient maintenant étaient très différents de ceux de leur début en 1959. Les Ramchargers avaient su se maintenir au sommet du sport automobile pendant près de 10 ans et la liste de leurs exploits était très longue. Ils furent les premiers à effectuer un quart de mile en 9 secondes avec une voiture essence. La FX propulsée à la nitro le réalisa en 8 secondes et leur première Funny Car descendit à 7 secondes. Et ils réussirent tous ces exploits en plus de leur travail principal. Dans le département engineering, ils regardaient toujours un peu bizarrement les pilotes. Ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait faire telle ou telle chose. Et cela nous a aidés à obtenir un avancement de l'entreprise. C'est pourquoi on ne restait pas longtemps après la course. Mais en 67, après avoir atteint tous leurs objectifs dans le monde du dragster, vint le temps de la réflexion. Par la suite, on obtint plus de responsabilités dans l'entreprise et on ne s'occupa plus forcément de l'équipe de course. On se disait « mais qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va quitter notre travail pour continuer la compétition ?» À la fin de l'année 67, on décida de laisser tomber. Une nouvelle équipe de Ramchargers apparut alors. Elle fut dirigée par Dick Scott Glund, Dick Maxwell et Dan Knapp. Ils continuèrent la compétition sur les Top Fuel, les Funny Car et les Pro Stock pendant encore quelques années. Cette équipe a finalement raccroché en 75 et elle transforma cette entreprise en un commerce lucratif de pièces détachées pour voitures. On se souviendra pendant longtemps de Tom Hoover, de Wayne Erickson, de Dick Jones, de Herman Moser et de bien d'autres. Ils furent les pilotes de ces muscle cars et le fleuron des Ramchargers. La plupart des membres de l'équipe se voient encore aujourd'hui, mais pas pour courir. Maintenant, cela fait partie du passé. Les pilotes et les fans de dragster leur doivent un grand merci pour avoir rendu ce sport passionnant. Merci d'avoir regardé ce programme proposé par Moteur. Et n'oubliez pas, ne les mettez pas à la casse, mais restaurez-les.